Up, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Alright, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, puis je suis certaine que ça va aller encore mieux après cette belle conversation d'aujourd'hui. Je suis assise en présentiel avec Mélissa, qui est mon invitée d'aujourd'hui. Je suis vraiment excitée parce que habituellement, quand j'invite des invités, on fait ça sur Zoom. Fait que là, qu'on soit en personne, ensemble, on dirait que ça rajoute une vibe encore plus awesome. Donc, Mélissa, bienvenue sur le podcast. Merci Claudia, merci de me recevoir en présentiel. Tu le sais que je suis tellement fan de présentiel, alors merci de me recevoir. Bien, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. On s'aide mutuellement avec du Reiki, de l'ostéopathie. On collabore ensemble aussi de plus en plus à se référer des clientes parce que ce qu'on fait, c'est très, très complémentaire pour la santé. Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir te partager de vive voix avec mon réseau puis de plonger dans ce monde-là qu'on va jaser aujourd'hui. Merci! Yeah! Fait que l'ostéopathie. Oui. Qui est ton champ d'expertise. Moi, je me fais traiter en ostéo depuis que j'ai... Ma mère le saurait, là, parce que c'est elle qui a payé tous mes premiers traitements quand j'étais patineuse. Mais tu sais, je devais avoir comme 10 ans, là. Ça fait partie de ma vie depuis vraiment longtemps. C'est vraiment la profession que je vais voir le plus souvent quand j'ai un petit bobo, parce que ça fonctionne très bien pour moi. Il y a des gens qui ne savent pas encore c'est quoi l'ostéopathie. Hein? On est familier des fois avec la masso, avec le chiro, le physio. L'ostéopathie, c'est un beau bijou à découvrir. Donc, pour ceux qui écoutent et qui sont comme « Ah, j'ai déjà entendu ça, l'ostéopathie, ou j'ai peut-être déjà eu un traitement, mais je sais pas trop c'est quoi. » Comment tu expliquerais ça, toi? Oui. C'est quoi l'ostéopathie? Donc, effectivement, l'ostéopathie, bien, ça fait partie des belles thérapies manuelles qu'on peut connaître. Comme tu dis, tu sais, masso, physio, chiro. On a tout chacun notre façon de travailler qui est très spécifique et hyper complémentaire en même temps. Donc, l'ostéopathie, d'abord et avant tout, c'est une thérapie manuelle. Donc, je travaille avec mes mains. Je vais évaluer avec mes yeux, avec mes mains, comment est le mouvement global du corps, comment est la santé globale du corps, et je vais faire le soin de cette façon-là aussi. L'ostéopathie se distingue par le fait qu'on va travailler des espaces viscérales, donc, exemple, tout ce qui se passe dans le ventre, on peut travailler les intestins, on peut aller faire des normalisations au niveau de l'utérus, par exemple. On peut faire du travail crânien aussi, donc c'est vraiment l'espace qui nous distingue des autres thérapeutes. Tout ça, ça se fait de façon hyper douce. Est-ce que c'est toujours sans douleur? La réponse, c'est non, parce qu'il y a des inconforts qui peuvent survenir lorsqu'on reçoit un soin en ostéopathie. Mais la plupart du temps, les gens vont dire c'est assez doux. Mm-hmm. On va en parler, je pense, un petit peu plus tard même. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est habituellement doux, mais très précis. Mm. Qui, bien souvent, les gens peuvent ressortir en disant « Oh my God, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais je ressors et on dirait qu'un truck m'a passé dessus. » Fait que moi, je dis toujours « Le pick-up de Mélissa vous a passé dessus. » Mais oui, ça ressemble un peu à ça. L'ostéopathie, c'est pour tout le monde. Puis là, je le dis vraiment, tu sais, de 0 à l'infini. Autant un petit bébé qui vient de naître, on peut le recevoir avec douceur en ostéopathie, autant une personne très sportive, autant une personne âgée aussi. Mm-hmm. Ouais, voilà. Ouais. Moi, une des choses que j'adore de l'ostéopathie, c'est vraiment, puis là, juste de dire ça à voix haute, je comprends le lien avec Karmakin, là, c'est de voir le corps dans sa globalité, de travailler tous les systèmes. Tu sais, pas juste « Ah, j'ai mal au coude, on va regarder que ton coude ». On va regarder juste ton coude au niveau musculo-squelettique. Exact.
Tu sais, vous travaillez ensemble, puis je pense que ça vient de là aussi l'ostéopathie intégrative, tu sais, intégrer tous ces corps-là aussi, hein, ces systèmes-là dans le corps. Je pense que c'est ça qui amène un bon résultat aussi, là. Oui, absolument. Puis même, c'est ça qu'il faut déconstruire aussi avec les gens, de dire, ben je viens te voir, je vais reprendre l'exemple du mal de coude. Je viens te voir pour mon coude. Qu'est-ce que tu fais à ma tête? C'est ça? Ben, qu'est-ce que je fais à ta tête? Ben, en fait, c'est que ton coude est attaché à un corps. Il y a tout l'espace artériel, l'espace nerveux qui provient aussi de ta tête, qui provient aussi de ton cœur. Mais là, je parle pas du cœur émotif, je parle du cœur bien physique qui est là au centre. Il est avec une cage thoracique complète, donc je vais toujours déborder du coude. Toujours. Puis ça me fait plaisir d'expliquer pourquoi je déborde du coude. Exactement. C'est comme, puis on a fait la masterclass cette semaine, ceux qui étaient là sur les abdominaux. Ah, Claudia, j'ai mal au dos, mais il faut que je renforcisse mon dos. Ben, peut-être pas. Tu sais, peut-être que tu dois aller voir au niveau de tes fléchisseurs de hanches, puis de ton corps, justement, au niveau des abdominaux plus spécifiquement. Peut-être que c'est tes fessiers qui ne s'activent pas dans certains mouvements. Mais fessier, c'est un terme large, je veux dire, on a différents sous-groupes de fessiers. Fait que c'est ça que j'aime expliquer aussi, que j'aime prescrire en entraînement en termes d'étirement, exercice. Puis c'est ce que j'aime de l'ostéopathie aussi, là, parce que le corps, c'est fascinant et c'est complexe. Exactement. Quelqu'un qui va venir me voir qui a des douleurs de dos. Je dirais que c'est à peu près 80% de ma clientèle qui vient en ostéopathie. J'ai mal dans le dos. OK. Fait que là, je fais mon évaluation, on parle, on définit ce qui aurait pu être en cause, dans le fond, de ces maux de dos-là. Et là, quand j'arrive à la portion, est-ce que vous éliminez bien? Puis là, ils sont comme, quoi? Ah, bien oui, on va parler de sel ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous éliminez bien? Comment sont vos menstruations? Donc, on va tomber en ostéopathie, dans mes cours, je riais toujours quand on appelait notre corps, il était comme divisé en tranches de jambon. T'sais, c'est comme de dire, ben si tu as mal au niveau lombaire, dans le bas du dos, ben tout ce qui vient s'attacher au niveau lombaire en avant, si on prend la tranche de jambon, ben ça a un impact sur le dos en arrière. Donc, pourquoi je parle des intestins? Parce que les intestins, ben, sont attachés au niveau lombaire. Pourquoi je parle de l'utérus? Parce que l'utérus, avec tous ses ligaments, est attaché au niveau du dos, est attaché au niveau du bassin. Donc, je vais surtout tomber dans ces questions-là et de l'aborder de cette façon-là quand, justement, il y a une chronicité qui s'installe. C'est quelqu'un qui a tombé hier matin, qui s'est fait mal dans le dos, mais il y a vraiment une cause comme cause directe. Mais si c'est quelque chose qui demeure dans le temps, c'est sûr qu'on va beaucoup être posture, ça a l'air de quoi? Hygiène de vie, ça a l'air de quoi? Puis, tout ça qui est là est absolument, tu sais, travailler ensemble en globalité. C'est pour ça qu'on est collaboratrices, d'ailleurs. Oui, exactement, exactement. Pourquoi tu penses qu'il y a autant de gens qui ont mal à quelque part dans la vie? Bon, tu as déjà dit posture, hygiène de vie, là, mais j'ai envie de t'entendre là-dessus. Tu sais, tout le monde a un petit bobo, tout le monde a mal à quelque part, ou presque, tu sais, on va généraliser, là, des exceptions à toute règle. Mais pourquoi on a tout le temps mal à quelque part? Oui, effectivement. C'est la grande question du siècle, effectivement. Puis je pense que c'est pour ça aussi que les gens ont autant besoin de nous. Nous qui sommes là pour prendre soin de la santé. D'abord, on prend soin de notre santé à nous pour pouvoir prendre soin de la santé des autres. Écoute, d'emblée, j'aurais envie de te dire, peut-être qu'on manque de conscience par rapport à ce que vit notre corps. Regarde, je vais toutes nous inclure là-dedans, puis après, on départira, tu sais, qu'est-ce qui nous appartient ou pas. Mais de dire, on est dans une société qui va vite, on est dans une société qui peut parfois nous demander beaucoup. J'insiste sur le mot parfois. Donc, prendre le temps de s'arrêter puis de voir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, c'est difficile. Donc, moi, ce que je dis aux gens, parce que les gens me posent la question, ouais, mais pourquoi j'ai tout le temps mal? Puis je dis, ben, savez-vous depuis combien de temps votre corps compense? Puis là, je leur donne l'exemple que, en fait, ben, le corps, il est super bien fait, il est bon pour nous. Il nous amène partout où on veut, jusqu'à temps qu'il crie assez fort avec une douleur pour qu'on arrête puis qu'on s'occupe de lui. Fait que si on s'occupe de lui aux différents moments où il nous envoie des signaux,
Ah, il me semble que j'ai mal digéré mon dîner aujourd'hui. Bon, c'est plus jamais revenu. Après 2 semaines, je m'en occupe plus. Mais là, à un moment donné, après 6 mois, ça revient de plus en plus souvent. Ça se pourrait qu'il faudrait aller trouver la cause du pourquoi là, je digère pas bien depuis un certain temps. Le stress est toujours pointé du doigt. Puis là, on pourrait dire, ouais, mais là, le stress, tout le monde est stressé. Ouais, mais il y a une façon de gérer ce stress-là aussi. Puis chacun doit trouver, dans le fond, sa voie à travers ça. Absolument. Le stress, puis qu'est-ce que tu penses de l'inflammation aussi, l'inflammation chronique? Parce que le stress, moi, je compare un peu les deux dans le sens que tout le monde a de l'inflammation, tout le monde a du stress. Encore une fois, on fait des généralisations, là, mais pour les besoins de la cause. Oui. Mais c'est à quel point ton corps a la résilience ou la capacité de gérer le stress qui se pointe à nous à chaque jour et de, par exemple, gérer l'inflammation qui se vient parce qu'on a mangé une pizza ou parce qu'on s'est cogné sur un mur. Ça nous en prend du stress, ça nous en prend de l'inflammation. La problématique, c'est quand ça devient chronique. C'est qu'on est en mode inflammatoire tout le temps, partout dans notre corps, que ce soit au niveau du gut, au niveau de nos muscles, de nos articulations, de notre cerveau, tout le temps, ou quand on a du stress chronique, que notre taux de cortisol ne redescend jamais. Exactement. Où est-ce que tu vois la place de l'inflammation en ostéopathie? Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire de temps en temps pour aider au processus de guérison? Est-ce que ça fait, au contraire, partie d'une des raisons pour qu'on a tout le temps mal parce qu'on est inflammé chroniquement, tu sais? Oui. Écoute, plusieurs choses. Dans ce que tu dis, là, je vais essayer de mettre de l'ordre. Je pose souvent des questions avec 7 questions dans une, là. Donc, d'abord, j'ai envie de définir que, tu sais, le stress, quand on parle de stress, on pense souvent à, au travail, je vis du stress avec mes enfants, je vis du stress avec mon chum, je vis du stress. OK, fine. Ça, c'est le stress externe, mais il y a tout le stress interne aussi. Bon, justement, la qualité de la nourriture, le comment j'ai mangé ma nourriture. Est-ce que j'étais debout sur mon comptoir avec les enfants qui crient autour? Ça va rentrer d'une façon bien carrée, comme on dirait. Donc, comment ça va au niveau hormonal, comment ça va justement tes surrénales qui justement sécrètent ce cortisol-là de façon exponentielle dépendamment du stress qui est vécu. Donc, tous ces stresseurs-là ensemble vont être un terrain inflammatoire et créer différentes formes d'inflammation un peu partout. Tu sais, tu as raison, quand tu dis que l'inflammation, notre corps en a besoin, c'est sa façon de se guérir, mais quand il est chronique, c'est là que moi, en ostéopathie, j'aime l'aborder avec l'axe cerveau-intestin-pelvis, où est-ce que justement, on vient parler de toute cette communication-là bidirectionnelle entre nos traumas passés, nos humeurs, notre stress vraiment vécu au niveau de notre tête a un impact au niveau de notre gut, comme tu disais tout à l'heure, au niveau de notre ventre. C'est souvent, on l'entend dire « Ah, j'ai souvent mal au ventre quand je suis stressée » ou des enfants qu'on va pas trop savoir d'où viennent leurs maux de ventre, puis quand on aborde un petit peu plus en profondeur, il y a un petit quelque chose qui se passe. Donc, je vais souvent l'aborder comme ça, parce que les gens qui viennent me voir vivent beaucoup de stress. Et c'est ça, mais ils n'arrivent pas dans mon bureau en me disant « Je suis stressée, aide-moi en ostéopathie. » Non, j'ai mal au dos. J'ai mal au ventre, j'ai mal au dos. J'ai mal au ventre. Fait que je vais l'aborder de cette façon-là. Non, vraiment, c'est super intéressant. Puis on voulait l'aborder justement, ce fameux axe-là. Pourquoi c'est au-delà de le stress, l'inflammation, tu sais, pourquoi c'est important, ça fait quoi dans notre corps, il y a un nerf à quelque part qui passe là, qui est bien important, je vais te laisser le nommer. Fait que plongeons un petit peu plus en profondeur dans cet axe-là qu'on voulait vraiment aborder. Parce que... Oui, tout à fait. Donc, on parle du fameux nerf vague. Donc, oui, on en entend parler de plus en plus. Même dernièrement, j'ai reçu quelqu'un que son médecin en avait parlé aussi avec l'ostéopathie. Fait que j'étais comme, wow, ça commence à fleurir de plus en plus. Donc, sans rentrer dans les gros détails anatomiques, physiologiques ou quoi que ce soit, le nerf vague, c'est un nerf crânien, donc il part du crâne et va se diriger vraiment vers le système digestif de part et d'autre. Donc, on en a un à gauche, on en a un à droite, et puis va descendre au niveau intestinal. Puis de plus en plus, les anatomistes amènent à dire qu'il descend même jusqu'au niveau de l'appareil reproducteur, utérus. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on voit vraiment un lien
avec tout ça, puis étant donné que c'est au niveau nerveux, on parle souvent des cerveaux. En tout cas, nous, on l'aborde comme ça avec l'axe cerveau-intestin-pelvis, de dire, bon, le cerveau crânien, pas mal tout le monde sait c'est quoi. Cerveau intestinal, de plus en plus, on en entend de plus en plus parler. Cerveau pelvien, ça, c'est comme un peu nouveau. Fait que c'est quand même des études qui ont été faites depuis quelques années déjà. Pourquoi qu'on est arrivé à la notion de cerveau? C'est parce que si on les débranche du système nerveux central, ils sont capables de continuer à travailler tout seuls. D'accord. Wow! Donc, l'intestin est capable de faire ça. Puis, l'utérus aussi. Bon, qu'est-ce qu'elle fait l'utérus tout seul, sans être attaché à son corps? Ben, elle vibre. Elle fait des contractions. Elle se manifeste physiquement, énergétiquement. Donc, il y a tout ça qui est là. Puis au niveau intestinal, ben c'est aussi toute la portion de création de nos hormones du plaisir, entre autres. Quand on parle de la sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur, majoritairement. Donc, il y a 80% environ là, qui est produit à ce niveau-là. Donc, tout ça fait beaucoup, beaucoup de sens dans, justement, comment pourrait être géré le stress à l'intérieur de notre corps, en fait. Puis que si on a une dysfonction, appelons-les dysfonction, donc il y a une condition particulière qui affecte le cerveau pelvien, bien, ça va avoir un impact sur le cerveau abdominal qui est un peu plus haut. Si on remonte au niveau du cerveau encéphalique, crânien, puis qu'il y a beaucoup de... je vais aller comme dans dépression à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de pensées tourmentées et tout ça. Mais ça va venir impacter comment va le cerveau intestinal et vice-versa. Puis, dans le fond, le nerf vague, pour y revenir, c'est que c'est lui que l'on nomme l'autoroute bidirectionnelle qui permet, dans le fond, la communication entre tout ce beau monde-là. Puis tout ça, bien, ça se fait à notre insu. Puis, ben, on l'écoute pas, on l'entend pas. Une chance qu'on l'entend pas parce qu'on serait complètement envahi. Mais quand il se passe quelque chose, c'est là qu'on reçoit un signal majoritairement de douleur. Ben, ça nous fait arrêter. Ben, c'est souvent ça. Il faut quasiment se rendre à une dépression, un burn-out, une douleur vraiment aiguë pour faire comme, OK, wow, là, il y a quelque chose qui marche pas, j'ai peut-être une petite habitude de vie à changer, je dois peut-être justement aller consulter, avoir un soin ou quoi que ce soit. Fait que c'est dommage qu'on se rend souvent, je vais dire, trop loin, entre guillemets, ou du moins à un endroit parce que c'est très inconfortable pour soi, pour commencer à écouter son corps. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on a des conversations comme ça, puis qu'on fait de la sensibilisation à ralentir, prendre un petit 5 minutes par jour pour essayer de quiet the mind, comme on dit, puis porter notre attention à notre corps. Là. Oui, c'est ça. Puis de plus en plus de gens se retrouvent avec ce type de diagnostics médicaux-là. Quand on pense, entre autres, moi, celui qui revient le plus souvent au niveau des malaises, des conditions, c'est le fameux syndrome du côlon irritable qu'on entend vraiment beaucoup, qui est un diagnostic d'exclusion. Donc, on s'est assuré qu'il n'y avait pas de maladie inflammatoire chronique, on s'est assuré qu'il n'y avait pas de cancer, on s'est assuré là, qu'il n'y a pas quelque chose de grave. Mais souvent, oui, l'intestin va être irrité. Il va réagir. Mais qu'est-ce qui fait qu'il réagit autant que ça? Fait que c'est là où est-ce que là, je vais venir vraiment travailler sur cet axe-là. De dire, on va ramener une communication, dans le fond, qui est plus harmonieuse dans le corps. Donc, quand je vais travailler, entre autres, cette condition-là, ben souvent, je vais me retrouver avec une communication au niveau du nerf vague qui est comme bloquée au niveau du diaphragme. Je t'apprends rien en te disant ça, là, des gens qui ont de la difficulté. Moi-même, quand je suis stressée, là, mon diaphragme, il devient hyper spasmé. Donc, il y a une communication qui se fait moins bien à ce moment-là. Moi, je dis toujours, c'est clair que la communication se fait, vous êtes vivant devant moi, OK? Mais quand on explique comment fonctionne le diaphragme, puis que, dans le fond, s'il est spasmé, ben c'est comme si on prendrait notre tuyau de jardin et on viendrait squeezer un bout. C'est moins efficace. Assurément que c'est moins efficace. Donc, fait que oui, je vais l'aborder localement. Je vais aborder le cerveau crânien, je vais
aborder le cerveau abdominal, aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je vais aborder le diaphragme. Puis en fin de course, je vais venir aborder le nerf vague directement. Ouais. C'est ça, c'est comme on disait, c'est comme l'autoroute, tu sais, fait que s'il y a un nid de poule, un petit accident, une panne, il faut comme faire de l'espace sur cette autoroute-là pour que notre voiture, elle circule de façon fluide, là. Oui. En ostéo, c'est ça qu'on dit. Ce serait notre mindset de dire on redonne vraiment de l'espace. Une image aussi que j'aime utiliser, c'est un ruisseau. Un ruisseau qui coule va très bien aller jusqu'à temps qu'il y ait une grosse roche ou un barrage de castor qui fait en sorte que ça bouge moins bien. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une stase? Il y a de la vase, puis de la vase, c'est pas cute. C'est pas cute dans un beau ruisseau. C'est certainement pas cute dans notre corps non plus aussi. Puis il faut adresser ces barrages-là de castor. Non, c'est super intéressant. C'est intéressant parce qu'on en parlait aussi avant d'enregistrer le podcast. T'sais, on parle beaucoup du nerf entre le cerveau puis, je vais dire, le gut, là, le système digestif, le cerveau abdominal que tu as nommé, on peut prendre différents termes. Parce que justement, il y a plein d'études qui démontrent, entre autres avec la nutrition, ce qu'on mange a un effet directement sur, nos états dépressifs, notre humeur, notre concentration, notre santé mentale, en plus de tous les effets que ça a sur notre corps physique, t'sais. Mais je trouve ça vraiment intéressant que tu rajoutes ce troisième cerveau-là qui est plus dans l'appareil reproducteur, là. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire au quotidien ou dans nos habitudes de vie pour s'assurer de conserver une autoroute qui est fluide, au-delà d'aller te voir en ostéopathie de temps en temps? Oui. En fait, j'aurais envie de dire... on va partager ça ensemble, Claudia. C'est de dire, partageons notre message qui est de celui de prendre soin de saines habitudes de vie, absolument. Quand on revient à ce que je disais un petit peu plus tôt, avec le stress, au niveau... Là, quand je vais parler de stress, je vais vraiment aborder comme le stress encéphalique, au niveau de la tête, mais de dire tout ce qui est au niveau de l'alimentation aussi, donc au niveau du gut. Là, je le montre avec mes mains, je sais que personne ne le voit, mais bon. Moi aussi, je gesticule beaucoup quand je fais des podcasts. On me suit à travers ça. Donc, si ces deux cerveaux-là en haut ont de la difficulté à être en équilibre, en harmonie, c'est clair qu'il va avoir un impact avec ce qui se passe en bas. Donc, si je m'occupe d'en haut, je vais officiellement être plus en équilibre en bas, dans mon niveau pelvien. Puis là, je m'entends dire dans ma tête, moi, mais là, est-ce que le pelvien il est capable d'être autonome, lui? Puis est-ce que lui pourrait être, au contraire, avoir des influences montantes vers le cerveau? Absolument. Quelqu'un qui a une condition, entre autres, d'endométriose, tout ce qui se crée au niveau utérin, au niveau des ovaires, ça crée des grosses zones inflammatoires qui vont impacter les deux cerveaux qui sont là plus haut. Donc, non, on n'a pas besoin d'un ostéopathe puis une kin dans sa vie pour absolument tout aborder ça tout le temps, mais d'avoir la conscience que tout ce qu'on fait à tous les jours a un impact sur ces trois cerveaux-là, puis qu'on a tous le pouvoir de favoriser une autoroute qui roule bien. Oui, il faut se responsabiliser envers nos habitudes qui vont influencer la santé. Pour moi, c'est facile de voir mentalement qu'est-ce que je peux faire au niveau du premier cerveau plus haut pour gérer mon stress. L'activité physique, faire la méditation, regarder des vidéos de chat puis rire pendant une demi-heure, avoir un dance party, parler avec des gens. C'est assez facile aussi de visualiser pour le deuxième cerveau, au niveau plus digestif. Bon, c'est sûr que la qualité de la nourriture, c'est vraiment l'aspect le plus important. J'ai de la misère à voir, par exemple, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour mon troisième cerveau? Là, c'est clair, là, on pourrait s'asseoir puis en jaser pendant certainement les 3 prochaines heures. Jasons-en pendant 5-10 minutes, là. En fait, là, tu me vois, Claudia, là, je commence à m'emballer là, dans tout ça, assurément. Mais ça nous amène dans ce qu'on voulait parler aussi, je crois, là, le cycle menstruel, la santé féminine, tout ça. À fait. Donc, En fait, prendre le temps de se reconnaître comme femme avec un utérus. OK? Prendre le temps de reconnaître cet espace-là sacré. Le sang sacré. Cet espace sacré au niveau de la sexualité qui nous représente comme personne, en fait. Il y a beaucoup de tabous
entourant, dans le fond, l'espace reproducteur féminin. Ouais. On vient tous d'une lignée de femmes fortes qui ont défendu corps et âme nos droits, qui fait que maintenant, toi et moi, on est assis ensemble en 2023, puis je pense qu'on peut se sentir assez libre comme femmes. Mais il y a tout un patriarcat installé autour de nous qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de tabous. Donc, parler de cet espace-là, éviter de parler de cet espace-là, pour moi, ça veut dire, le renflouer. On le cache, on n'en parle pas. Il y a des choses qui se passent, mais on n'en parle pas. Et surtout, on s'en occupe pas. Ouais. Fait que d'abord et avant tout, d'accueillir que ce cerveau-là est là, est bien vivant à l'intérieur de nous, qui n'est pas juste là pour nous donner mal au ventre une fois par mois. J'adore ça. Ça accueillir. Mais ça peut ressembler à quoi au quotidien de commencer à, donner de l'attention à ce cerveau-là, de l'accueillir, d'y donner un petit peu de place, tu sais, des pratiques que toi tu fais ou que tu conseilles. Je sais, entre autres, là, la première chose qui me vient en tête, c'est de tracker notre cycle. Ouais. De faire le suivi des différentes phases. Ouais. Y a-t-il autre chose? Ça, c'est-tu pertinent? Qu'est-ce qui... Absolument que ça l'est. Là, on est vraiment plus dans un espace data, d'écrire, puis... Mais effectivement, qu'à travers ces datas-là qu'on va vouloir inscrire, on peut tranquillement voir comment notre cycle énergétique va vaguer à travers ce 28-30 jours-là. Puis de reconnaître que quand... là, je vais parler de lune. Je suis dans ma formation de doula présentement, puis on parle beaucoup de lune. Donc, quand je suis au début de mes lunes, c'est-à-dire, mettons, jour 1, menstruation, donc j'ai le sang à ce moment-là, je me retrouve dans un espace qui est plutôt introspectif. OK? Là, je vais y aller vraiment très rapidement. Quand on est au niveau de l'ovulation, à peu près, là, qu'on commence à tracker, comme tu dis, là, on va être dans un espace où est-ce qu'on a envie d'extérioriser qui on est. Et vers la fin de ce cycle-là, quand on voit notre application monter dans les journées, là, on est plus dans un espace que, tranquillement, on revient dans l'espace introspectif. Donc, quand on connaît ces cycles-là, et qu'on reconnaît qu'ils ont lieu, ça peut nous permettre d'accepter plus facilement que je rentre dans mes lunes, j'ai envie de m'enrouler dans une doudou tranquille. Puis c'est normal. Il y a mes amis qui font un gros party à soir, puis j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Fine, c'est correct. Fait que on tombe dans s'accepter comme femme, de s'accepter comme personne qui a un cycle, puis de dire, mais comment ça se fait qu'il y a 2 semaines, j'ai autant rayonné? Il y avait plein de monde autour de moi, puis j'étais heureuse, puis là, 2 semaines plus tard, ça me tente pas. C'est ça. C'est normal, cocotte, que j'ai envie de te dire. Vraiment. Puis c'est ça, reconnaître. D'être une personne avec des cycles sacrés. Fait que ça, il faut faire comprendre ça à nous, comme personne. Puis, plus on va le manifester, plus les gens autour de nous vont le reconnaître pour elles-mêmes. L'expliquer à nos hommes. Tiens, c'est pas des pauvres hommes, là. Eux, leur cycle, là, globalement, là, ça c'est assez stable. Ça se passe en 24 heures. C'est ça, c'est moins... Quand on regarde le cycle d'un homme, il se lève, il est de bonne humeur. Puis, avant la fin de la journée, il est moins de bonne humeur. Mais le lendemain matin, il va se relever, puis il est encore de bonne humeur. Mais nous, ce 24 heures-là, ça se passe sur 28 jours. Fait qu'on est de bonne humeur, puis à un moment donné, on l'est un peu moins. On n'est pas plus mal que personne, on est juste dans notre cycle à nous. Merci, parce que juste de t'écouter, moi, je m'observe et j'ai de la résistance qui monte beaucoup. Puis je peux partager un peu, là. Moi, j'ai toujours un cycle extrêmement facile. J'ai commencé mes règles assez tard, entre guillemets. Je pense que j'avais 14 ans. La première année, je l'ai peut-être 2 fois, là. Fait que, ça a commencé à être régulier, je devais avoir 15 ans. Puis, moi, connaître une crampe, je peux pas dire que je sais c'est quoi. Je peux reconnaître maintenant, depuis que je fais ce genre de travail-là dans les dernières années, que, OK, oui, je reconnais que mon énergie est plus basse. Ou, cette semaine, justement, je me suis donné la permission, de prendre une pause. Mais pendant, je te dirais, mettons, 15 ans,
j'ignorais, en fait, mon cycle. Parce que j'étais beaucoup dans... C'est tellement facile pour moi que, j'ai rien à chialer comparativement à toutes les autres femmes. Je pense même à ma soeur, à ma mère, qui avaient des règles extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. Fait que moi, je me disais, mon Dieu, je suis chanceuse, j'ai vraiment rien à chialer. Fait que je vais juste ignorer que j'ai des règles parce que ça m'affecte pas, tu sais. Fait qu'il y avait ce côté-là. Mais il y avait aussi le côté athlète, go-getter, overachiever. Fait qu'à toutes les journées du mois, il faut que je sois sur un hype. Il faut que j'ai un programme d'entraînement à faire. Puis peu importe je suis où dans mon cycle, si j'ai 6 squats à faire à 225 livres, mais c'est ça que je vais faire, tu sais. Puis, la troisième chose aussi qui remonte, c'est où la ligne entre utiliser notre cycle pour justifier, je vais dire de la paresse, justifier des montées émotionnelles que des fois on peut juger un peu trop intenses. Puis encore là, je mets des mots dessus, mais c'est notre propre perception, là, tu sais. Parce que moi, je suis hors du discours de parce que j'ai tel âge, là, je suis rendue trop vieille pour m'entraîner. Parce que je suis dans ma ménopause, ben c'est sûr, je vais prendre du poids. Parce que j'ai eu une blessure, ben je pourrai plus jamais courir. T'sais, j'essaie vraiment de rester loin de ces croyances limitantes-là, parce que je pense vraiment que le corps humain est fantastique et tout est possible, entre guillemets, puis il y en a plein de modèles. Fait que la question que moi, je ressens, c'est mais où la ligne entre ben c'est mes règles, fait que j'ai le droit de juste veger sur mon couch pendant 3 jours, puis d'être de mauvaise humeur, puis d'être paresseuse, tu sais. Peut-être que juste ce discours-là, dans les dernières minutes, ça trigger des femmes qui sont à l'écoute, là. Mais c'est ça, je trouve ça full intéressant, cette conversation-là. Fait que j'ai pas de questions, mais je sais pas comment toi tu reçois ma perception des règles, là, mais c'est ce que j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années. Ben oui, écoute, Claudia, je le reçois comme une femme qui fait partie de ta communauté, puis comme que ça me trigger moi aussi, moi-même. Tu sais, j'ai 44 ans maintenant, puis je me dis, ça fait combien de temps que je sais ça? 3 ans. My God, ça faisait 41 ans que je vivais dans une espèce de oh my God, qu'est-ce qui se passe à tous les mois? Alors, est-ce que ça justifie? C'est là où est-ce que j'ai envie d'intervenir puis de dire, c'est une façon de travailler son énergie différemment. Exemple, on revient à, mettons, autour de l'ovulation, c'est là où est-ce que on peut rayonner. C'est le temps là, de donner des conférences, des ateliers, puis d'être comme dans le rayonnement plus vers l'extérieur. Maintenant, quand on arrive proche de nos lunes, proche de nos menstruations, comment je peux rayonner vers l'intérieur? J'ai autant de travail à faire que la semaine passée, non? C'est juste que je peux garder ce temps-là pour dire, je vais clencher des dossiers qui traînent depuis un bout parce que je trouve ça tellement cool d'aller rayonner vers l'extérieur que les petits dossiers qui s'accumulent sur mon bureau. Mais que quand on est dans une période plus d'introspection de lune, tu vas voir à quel point là, tu vas clencher dans ces dossiers-là qui traînent parce que tu vas être dans une production qui est relative à l'énergie que tu as. Fait que, tu sais, j'utilise l'exemple de la couverte puis de Netflix parce que ça nous parle, mais en même temps... C'est souvent ça qu'on a envie de faire aussi, si on est bien honnête. C'est qu'on a envie de faire. Mais c'est le temps d'organiser son agenda. C'est le temps de faire son nid. Comme si, justement, il y avait une grossesse qui était pour arriver. Donc, on prépare nos choses, on regarde. C'est le temps de pousser plus loin ces projets-là, mais peut-être plus devant notre ordinateur. Qui va respecter avec une petite tisane à côté. Fait que ça veut pas dire de rien faire. C'est juste de transformer cette énergie-là. Puis, les femmes qui le font, moi, j'aspire à ça. Est-ce que je suis encore là présentement? La réponse, c'est non. Je suis dans une société qui fait que je suis pas encore rendue là, mais j'aspire à ça. À ce que mes semaines où est-ce que j'approche de mes lunes soient plus libres. De prendre moins de clients, par exemple, pendant une journée, parce que mon énergie va être plus centrée vers moi que vers les autres. Et ça veut pas dire d'arrêter de travailler. C'est ça, parce que, tu sais, je suis sûre que, nous, on a la flexibilité de notre horaire, tout ça, entrepreneurs et tout, mais il y a beaucoup de femmes et d'humains en général qui ont le même horaire à chaque semaine. Tu sais, les enfants, ils vont à l'école, ils ont les lunchs à faire, ils ont leur 8 à 5 ou peu importe. Fait que je pense que d'essayer de voir dans les autres sphères de vie qu'on a le contrôle, puis sur ces sphères-là, peut-être réduire un peu soit l'intensité. Tu sais, moi, je pense à mon entraînement. Tout à fait.
je suis pas rendue au point que je vais dire je bookerai pas une conférence telle journée parce que je vais être dans ma semaine. Tu sais, j'avais ma masterclass mercredi, jour 1. Tu sais, jour 1. Exactement ce que j'ai pensé. Comme, tu sais, hier, j'étais allée entraîner un groupe de 7h à 8h, un nouveau groupe de femmes, jour 2. Mais durant la journée, par contre, je me suis donné le droit de... Mercredi, je suis pas allée au gym, je me suis pas entraînée. Hier, j'étais allée au gym, mais j'ai vraiment changé mon entraînement. Fait que, oui, on a nos responsabilités, on a nos trucs, quand guillemets, on a moins de contrôle qu'on peut bouger ou peut-être surfer la vague de notre cycle. Mais quelque chose comme l'entraînement, le mouvement, ou peut-être d'autres sphères aussi, peut-être que cette semaine-là, on se book pas 3 dîners, puis 5 brunchs, puis genre 10 événements sociaux, tu sais. Fait que je dis ça à voix haute pour un conseil pour moi-même en ce moment. Je pense que c'est... Mais je pense que je le fais de mieux en mieux, surtout la dernière année. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un accord Toltec qui dit faire toujours de son mieux, notre mieux étant toujours différent, selon comment on est au moment présent. Puis, oui, tout à fait, tu sais, si on peut pas contrôler, on peut moins contrôler l'espace travail, ben contrôlons un peu le reste. Puis oui, je suis d'accord avec l'entraînement de dire, si je suis une personne qui fait, exemple, gym, yoga, ben peut-être la semaine où est-ce qu'on va être dans nos lunes, ben ça va être, je vais aller une fois au gym, puis 3 fois au yoga. C'est ça. Puis la semaine d'après, ben là, ça va être 4 fois au gym, puis 1 fois au yoga. C'est de transformer ça, de dire, l'autre fois, dans un de tes podcasts, tu parlais comme de traiteur, tu sais, de repas traiteur. Bon, cette semaine, là, j'ai de l'énergie, je fais des repas pour une armée. Mais une autre semaine, j'y arrive moins. Fait que cette semaine, ça va être du spaghetti tranquille. C'est ça. T'sais, on va sortir de la vieille sauce qui traîne dans le congélateur, puis ça va être ça, puis c'est correct. Fait que pour moi, c'est ça, s'occuper de son cerveau pelvien, puis de s'occuper de sa féminité. J'entends beaucoup le mot permission. Moi, ça a été beaucoup ça, là, dans les dernières années, me donner la permission de... Tu sais, comme travailler dans mon lit. Hier, j'ai fait ça. Je fais jamais ça. Je suis jamais dans ma chambre. Moi, dans ma chambre, c'est sleep and sex, tu sais. Fait qu'il n'y a pas d'énergie de travail. Il n'y avait pas de technologie qui rentre dans la chambre. Mais hier, c'est ça, jour 2, puis j'étais comme, hey, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. J'ai des choses à faire sur ma to-do list, mais j'ai pas de rendez-vous, sauf à 7 heures. Faut que je sois au parc pour entraîner les femmes. Puis on revient à ce qu'on dit au début, tu sais, s'écouter. Qu'est-ce que mon corps a besoin? Ouais, je vais aller faire une sieste. Puis, mec, je me réveille, je vais peut-être répondre à des messages, mais tu sais... Fait que la permission de, ce qui n'est pas toujours facile à se donner en tant qu'humain, mais en tant que femme surtout, souvent, là. Oui, absolument. Ouais. C'est beau de le reconnaître. Oui. J'ai une question personnelle, mais peut-être que les gens ils vont se reconnaître là-dedans. On parlait du cycle. C'est ça, moi, toujours été régulier, tout ça, mais j'ai un cycle plus long. Donc, je suis toujours à peu près 31-33 jours au lieu du 28. Fait que c'est quoi la phase, dans le fond, qui est plus longue dans ce cas-ci? T'sais, est-ce que c'est, mettons, l'ovulation qui vient plus tard? Est-ce que... Parce que mes lunes ne durent vraiment pas longtemps non plus, tu sais. Fait que c'est pas que je suis plus longtemps dans la première phase. Fait que, tu sais, quelqu'un qui n'a pas un cycle de 28 jours, là, on parle d'un cycle plus long. Après, on peut peut-être parler d'un cycle qui est régulier ou plus court, là, mais... Comment on voit ça? D'abord et avant tout, je vais déconstruire ça. Tu sais, un cycle de 31 jours, c'est pas un cycle qui est long. OK? Dans le fond, la moyenne, on parle plus comme... Tu sais, oui, la moyenne, c'est comme le fameux 28. Mais c'est... Il y a un faible pourcentage de femmes qui sont comme à ce 28 jours-là. C'est vraiment une moyenne. Fait qu'on parle plus de 26 à 35. Fait que, tu sais, dépasser 35, là, on va parler d'un cycle qui est plus long. Puis, en deçà de 25 jours, on va parler d'un cycle qui est plus court. Puis encore là, ben, on va observer les différents cycles. Est-ce que j'en ai eu un à un moment donné qui est tombé comme à 25 parce que ma routine, si, exemple, je prends pas de pilule contraceptive, j'ai pas un stérilet, puis que là, tout d'un coup, j'ai un cycle à 25 jours, qu'est-ce que ça veut dire? OK, t'étais-tu dans une phase plus stressée? On va revenir au stress. T'étais-tu en voyage? Puis, tu sais, ta routine, ton environnement a changé. Ça se peut que ton corps décide, OK, c'est ici que ça se passe. Donc, c'est vraiment plus la phase, dans le fond, folliculaire qui, dans le fond, va être un petit peu plus longue chez les femmes, dans le fond, qui ont un cycle un peu plus long. Folliculaire, c'est quoi? Bien, c'est le follicule. C'est le temps, dans le fond, que l'ovule se forme, puis... Avant l'ovulation, oui, c'est ça. OK. Puis quelqu'un qui a un cycle irrégulier, au-delà d'aller peut-être prendre la pilule contraceptive ou autre chose, est-ce qu'il y a des choses niveau plus
quotidiens, naturels qu'on peut faire pour aider à régulariser notre cycle. Oui, absolument. Puis ce qui est En ironique... ostéopathie. Ben non! Oui, je peux vous aider, mais... Ah oui, c'est ça. Mais en fait, ben non, puis ce que je trouve ironique, c'est qu'on va parler de la symptothermie, de prendre sa température à tous les jours avec un thermomètre qui a 2 décimales. J'ai une amie qui faisait ça. Oui, exactement. Dis-nous en plus. L'ironie de la symptothermie, c'est que ça a été découvert en même temps que la pilule contraceptive. OK. Est-ce qu'on a entendu parler de la pilule contraceptive? Oui, ça a libéré les femmes, puis bon, ça a donné du pouvoir sur le fait de tomber enceinte ou pas au moment qui leur convenait. Fait que la symptothermie a été mise de côté. Poup! Mais c'est une excellente façon de revenir à ça pour voir justement quand est-ce que je vais être en train d'ovuler. Fait que ça, c'est comme la première portion. Ça consiste à prendre sa température basale. Je dis à tous les matins, il faut que ce soit vraiment comme un rythme régulier. Exemple, tu sais, je sais que tu es assez régulière, tu te lèves le matin à peu près à toutes les mêmes heures. Ish. Tu sais, tu te lèves le matin, tu mets ton petit thermomètre, tu notes combien. Puis, tu continues ta journée. Puis, à un moment donné, tu vas voir la température, elle va augmenter. OK. Puis là, ça va faire comme une espèce de petit plateau. Fait que là, ça veut dire que à ce moment-là, tu étais comme dans une ovulation, puis qu'après ça, on tombe dans la phase folliculaire, lutéale, qui va nous amener, dans le fond, vers les menstruations. Ça, c'est la portion 1. Fait que la température va redescendre après. Elle va rester haute. Il va y avoir un plateau bas et un plateau haut. OK. Puis, dans le fond, ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Ensuite, si on a envie de continuer à explorer, à découvrir notre corps, on peut observer la glaire cervicale. Donc, ça, dans le fond, en tant que femme, je pense qu'on a toutes des pertes vaginales. La glaire, en fait, ça va être plus comme un blanc d'œuf. Ouais. Ça va être quelque chose d'un petit peu plus concentré, soit par la couleur, soit par la texture. Donc, on peut l'observer, cette glaire-là. Puis, lorsqu'elle est plus comme un œuf, c'est là, dans le fond, qu'on va être en ovulation. Puis si on a envie de pousser encore plus loin, là, parce qu'on est comme « Oh yes! Moi, je veux découvrir comment je suis une femme », bien, on peut aller faire l'exploration de notre col de l'utérus, nous-mêmes, pour aller voir est-ce que mon col est ouvert ou est-ce que mon col est fermé. OK. Fait que s'il est fermé, bien là, on est post-ovulation. Puis s'il est ouvert, ça veut dire que là, une fécondation pourrait avoir lieu. Très intéressant. Puis est-ce qu'il y a des trucs pour aider à avoir moins de symptômes, justement, dans notre phase pré-PMS, qu'on aime tant dire, SPM? Oui, c'est ça. Y a-t-il des choses que toi, tu fais ou que tu conseilles à tes clientes? Ou là, on connaît mieux notre cycle, on a tracké ça, on a des petits trucs. Ouais. OK, comment je fais pour pas grimper dans les rideaux, avoir 7000 boutons d'en face, être vraiment marabout, puis manger tout le chocolat possible des quelques jours avant? Ben, d'abord, on l'a dit, accueillir que c'est ça qui se passe. Ouais. Tu sais, je pense que ça, tu sais, c'est universel en psychologie, c'est la même chose dans notre corps, reconnaître qu'est-ce qui se passe. Ouais, parce que si tu résistes, c'est pire. C'est pire. Pense à quand t'as envie de manger du chocolat, puis là, tu dis, faut pas j'en mange, puis je résiste, faut pas j'en mange, puis là, tu rêves à ça. C'est pire, manger ton chocolat, passe à autre chose, ma belle, là, tu sais. Oui, c'est ça. Bon. Oui, c'est ça. Accueillir que c'est ça qui se passe. Accueillir que c'est ça qui se passe. Avoir développé des outils avant de tomber en SPM. Tu sais, je dis tout le temps, si tu es une personne, exemple, qui fait des crises de panique, puis que là, ben, tu décides d'apprendre à respirer, mais que tu veux apprendre à respirer pendant que tu es dans ta crise, ça ne marchera pas. Il faut que tu te sois pratiqué avant. Ouais. Fait que c'est la même chose quand on arrive en SPM. OK, il faut avoir trouvé auparavant nos outils, sinon ben, on va se fâcher après nous, puis ça va être une belle roue qui va tourner. Donc, est-ce que c'est le yoga qui aide? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est une grosse doudou chaude que je mets sur mon ventre le soir avant d'aller me coucher, qui me permet de me calmer? Ouais, tu sais, l'alimentation, tu sais, je sais que tu en parles beaucoup, tu sais, dans les SPM, ben tu sais, va aller chercher tes petits glutines, tu sais, mets-toi un bol de fruits, tu sais, supplémentaires, comme tu me disais l'autre jour, pour les gérer, ces cravings-là. Mais, encore une fois, c'est des outils à aller chercher avant de tomber dedans. Ouais. Ouais. Ce qui rejoint vraiment mon discours, là, tu le sais, en tant que coach, là, c'est pas dans le moment-là, pendant que tu es en train de manger ce sac de chips parce que tu es stressé ou quoi que ce soit, que tu vas réfléchir à « Ah,
c'est vrai, je suis stressée. Je pourrais aller prendre une marche à la fois. T'es déjà dedans. C'est ça, tout à fait. C'est anticiper ces moments-là que j'appelle life happens, quelque chose dans ta vie qui va se passer, qui risque de trigger des petites choses comme des symptômes prémenstruels, comme du stress, comme autre, tu sais. Fait que... Ouais, absolument. J'adore cette conversation. Moi aussi! Où est-ce qu'on peut communiquer avec toi, éventuellement venir te voir en ostéopathie, en apprendre plus sur toutes les belles choses que tu étudies, parce que toi, tu es une éternelle étudiante. Oui. Fait que je trouve ça cool pour moi de façon égoïste parce que j'en apprends de toi à chaque fois qu'on jase et que je viens te voir. Oui. Fait que parle-nous un peu de ce que tu fais dans ta vie, c'est ça. Ben, en fait, majoritairement, présentement, et là, je fais un petit clin d'œil à mon mari, donc, qui m'accompagne à 100% dans ce que je fais. Je suis majoritairement ostéopathe, OK? Donc, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai pas encore de site web, ça s'en vient, mais si on me cherche Ostéopathie Mélissa Laroche, c'est très facile de me trouver sur Google, sur Facebook, Instagram. Donc, je suis un petit peu partout comme ça. Puis parce que j'étais dans mes belles personnes autour de moi, tranquillement, je vais m'en venir un petit peu plus high-tech par rapport à ça. Fait que ça, ce serait la façon de me rejoindre. Autrement, ben, je suis professeure de yoga aussi chez Coexist Yoga à Saint-Lazare. Et puis, ben, présentement aussi, ben, je suis en formation pour être doula. Fait que tranquillement, c'est quelque chose aussi que je vais ajouter à mon offre de service. Parce que, comme tu l'as si bien dit, je vais étudier jusqu'au dernier moment. Assurément. Merci, mon amour. T'es sur ma page Explore aussi. Ça fait que si jamais il y en a qui sont plus habitués avec le site de Karmakin, karmakin.ca, l'onglet Explore, on a ta belle photo et ton lien vers ton site, tes réseaux sociaux. Puis, rapidement, parce que tu l'as mentionné, doula, ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire pour les femmes là, dans les prochains mois? Ben, en fait, doula, on le connaît majoritairement comme accompagnante à la naissance. Présentement, la formation que je suis en train de faire, que je trippe 100% depuis 2 jours, c'est une formation de doula large spectre. Alors, bon, qu'est-ce que c'est cette affaire-là encore? C'est que je vais vraiment en apprendre encore plus sur l'accompagnement des femmes de la ménarche, première menstruation, jusqu'à la ménopause et jusqu'à la mort, en passant par les processus de sexualité, fertilité, accompagnement à la naissance, assurément. Donc, pour moi, ça vient m'ouvrir un énorme champ de possibles sur continuer d'accompagner les femmes, ce qui était comme la base de quand j'ai commencé à travailler dans la vie, puis tranquillement, c'est devenu comme « Oh, je veux devenir ostéopathe pour les femmes », puis là « Ah, je veux faire du yoga pour aider les femmes », puis là « Ah, je vais devenir doula pour aider les femmes ». Est-ce que je reçois des hommes? La réponse, c'est oui. Je dis la même affaire, moi aussi. Je suis comme Karmakin pour tous les humains, mais c'est principalement des femmes, là, on va te le dire. Oui, c'est ça. Donc la doula, rapidement, tu sais, c'est vraiment une personne qui tient l'espace. Donc, c'est une personne... avec une position neutre, qui va être là pour la personne qui a choisi d'avoir sa doula. Donc, c'est pas quelqu'un qui va venir comme « Fais ça, Claudia ». Ça va être plus « OK, avec quoi t'es bien, Claudia? Moi, je vais venir t'accompagner là-dedans. » Dans des moments où est-ce que c'est plus difficile pour toi, où est-ce que là, tu as l'impression que tu perds un peu tes repères, je vais être là pour t'aider à te ramener dans cette position neutre-là. En ostéopathie, on appelle ça un fulcrum. Être un fulcrum pour la personne qui est devant nous. Quand tout vibre fort, moi, comme ostéopathe, je me ramène dans mes pieds. Je deviens un fulcrum, un point d'ancrage. Donc, la douleur, c'est ça. C'est clair que, comme accompagnante à la naissance, je pense qu'on peut très bien comprendre. Oui, mais c'est pour ça que je te posais la question. Ça, les vagues qui viennent avec le prénatal, l'accouchement, le postnatal. Donc, moi, je me vois continuer à accompagner les femmes, faire des ateliers, des cercles de parole, propager la bonne nouvelle, tiens. Rien de moins. Rien de moins. Ah, ben super. Fait que merci, Mélissa, pour ton temps aujourd'hui, ta passion, ton partage. On va encourager les gens à aller te voir et j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui va ressortir de ta formation. Là. Très reconnaissante de pouvoir bénéficier de ce que tu vis, de ce que tu apprends. Là. Génial. Puis comme tu le sais, parce que je sais que tu écoutes mon podcast, je finis chaque interview avec la même question. Donc, je te la pose aujourd'hui.
Est-ce que tu as une citation préférée? Laquelle et pourquoi? Ouais, ben en fait, j'en ai toujours deux qui surfent toujours dans ma tête. Mais j'ai envie de vous partager celle qui est écrite sur mon bras pour ceux qui me rencontreront en personne. C'est Live Today, Love Tomorrow, Unite Forever. Donc, toi et moi, on le sait que c'est associé à un festival de musique. Mais au-delà de ça, pour moi, Live Today, c'est ça. Soyons ici dans le moment présent. Mm-hmm. Je suis une personne qui peut vivre de l'anxiété, puis l'anxiété, c'est souvent relié à des traumas passés. Donc, Live Today, c'est OK, qu'est-ce que la vie m'offre aujourd'hui? Mm-hmm. Love Tomorrow, c'est justement, je le sais que demain, il y a des belles choses qui vont m'arriver. J'ai confiance qu'il y a des belles choses qui vont m'arriver. Puis Unite Forever, mais c'est vraiment être unie face à moi-même, être unie par rapport à ma lignée matriarcale, être unie dans ma famille, être unie avec mes soul sisters, être unie tout court avec l'univers. Il n'y a pas vraiment d'autre meilleure façon de finir un épisode de podcast. Merci beaucoup, Mélissa. Merci, Claudia.